Alors, la leçon 122, anneaux principaux et applications. C'est une leçon réputée difficile, mais faut quand même la regarder parce que une fois qu'on a compris cette leçon, on a compris bien d'autres leçons. Parce que c'est quelque chose, allez voir, c'est dense dans le programme d'algèbre. Hein. Ça se répartit partout. Voilà. Je vais commencer à faire un espèce de 6 minutes qui ne dure jamais 6 minutes. Avec moi, j'ai jamais réussi encore. Donc, d'abord une définition. Qu'est-ce que c'est qu'un anneau principal? Un anneau principal, c'est un anneau intègre et tel que tout idéal de A est engendré par un élément en tant qu'idéal. Hein. Donc, I, ça veut dire que c'est le plus petit idéal qui contient l'élément petit a de grand A. La première question qu'on peut se poser, c'est y a-t-il unicité de ce générateur? Et étant donné qu'on est dans le cas intègre, alors c'est facile de voir que l'unicité est vraie modulo les inversibles de A. Donc, quand petit a est générateur, ben, UA est encore générateur, quel que soit U, unité de A. D'accord? Donc dans A étoile. Et réciproquement, si B est un générateur, alors B égale UA avec U, unité de A. Bien, la première des choses, c'est que sur l'ensemble des idéaux d'un anneau, en général, il y a un ordre, c'est l'inclusion, et il y a des opérations, c'est l'addition, l'intersection et la multiplication. L'addition, c'est clair, on additionne terme à terme les éléments de l'idéal I et de l'idéal J. L'intersection n'est plus à présenter. Et la multiplication, en fait, c'est l'ensemble I.J, c'est l'ensemble des sommes de petit i, petit j. Hein, il faut les sommer, hein, c'est ça, où petit i parcourt grand I et j parcourt grand J, les sommes finies évidemment. Voilà. Et là, quand on est sur un anneau principal, ça devient intéressant, c'est que l'inclusion chez les idéaux principaux, ça devient de la divisibilité. C'est-à-dire si l'idéal engendré par A est inclus dans l'idéal engendré par B, alors petit a, ben forcément, il appartient à B, ce qui va faire que B divise A. Et c'est l'adage diviser, c'est contenir. Alors, maintenant, ça veut dire qu'un nombre premier, d'accord, un nombre irréductible, mais irréductible c'est pareil que premier dans ce contexte-là, est forcément un idéal maximal. Quand on dit maximal, c'est qu'il n'y a pas d'idéal plus grand que lui, à part évidemment grand A. A ne compte pas parmi les idéaux pour la maximalité. Maintenant, l'addition, l'intersection et la multiplication des idéaux, quand les idéaux deviennent tous principaux, il va y avoir une opération qu'on va récupérer, ça va être le PGCD, le PPCM et la multiplication. Bon, alors ça on ne récupère pas parce que la multiplication on l'avait déjà. Mais on récupère quand même deux opérations, PGCD et PPCM. C'est-à-dire que quand on prend un idéal plus un autre idéal, donc forcément principal, on est dans un anneau principal, A plus B, ça va être, donc c'est l'idéal engendré par A et B, ça, hein, d'accord? Ça va être, on peut se ramener à un seul élément. D'accord? Et cet élément, c'est le générateur de cet idéal, et donc c'est D. Et D est égal à ce qu'on appelle le PGCD de AB. Alors, évidemment, on ne peut pas dire D est égal au PGCD de AB, étant donné que l'unicité est modulo les inversibles. C'est-à-dire qu'un PGCD, ça va être un élément défini de façon unique à inversible près. Par exemple, dans Z, qui est principal, Z, ça va être unique si on le prend positif. Ensuite, K de X, qui est principal, ça va être unique si on prend le polynôme unitaire. Voilà. Et on récupère, grâce à cette égalité, ici, une identité de Bezout, c'est-à-dire D, étant donné qu'il appartient à ça, il peut s'écrire sous la forme UA plus VB. Et même, un générateur de cet idéal est caractérisé par le fait qu'à la fois il y a cette identité de Bezout et aussi que D divise A et B. D'accord? Voilà. C'est-à-dire, puisque diviser, c'est contenir, et évidemment A est inclus dans A plus B, et pareil pour B. Voilà. Donc ici, Bezout, c'est important parce que ça nous permet de démontrer ce qu'on appelle le lemme de Gauss, et donc la factorialité. Alors là, c'est intéressant d'avoir
euclidien implique principal, implique factoriel. Un anneau euclidien est principal. Ça, c'est une preuve que vous devez savoir faire. Un anneau principal est factoriel. Ça, c'est une preuve, vous n'êtes pas censé savoir la faire, mais au moins savoir montrer comment principal implique Bezout, Bezout implique le lemme de Gauss. Le lemme de Gauss, c'est le chaînon élémentaire qui nous permet de montrer le fait que ce soit factoriel. Attention, factoriel, ça veut dire existence de la décomposition en irréductible, mais aussi, surtout, l'unicité, modulo des unités et modulo permutation. Voilà. Et le lemme de Gauss, c'est vraiment l'élément qu'on utilise tout le temps par récurrence, qui va nous permettre l'hérédité dans cette histoire, pour montrer que principal implique factoriel. Alors attention, quand on a factoriel, finalement, c'est ça qui nous permet, on est très content, parce que c'est ça qui nous permet de résoudre des équations diophantiennes. C'est finalement le Graal un petit peu de l'arithmétique, cette factorialité. Alors après, il y a un autre Graal, parce que la factorialité, ça a un petit peu déçu les mathématiciens post-Gauss, mais factoriel, c'est ça qu'on veut. Mais par contre, principal, c'est quand même mieux. Parce qu'on a factoriel, bien sûr, mais on a en plus une identité de Bezout qu'on n'a pas dans factoriel. Mais le mieux, c'est quand même euclidien. Parce que euclidien, ça implique principal, et on a en plus une construction algorithmique pour ces générateurs. D'accord ? Pour les PGCD, pour les PPCM, etc. On a une construction algorithmique, alors que pour principal, on a l'existence, on a une forme d'unicité, mais on n'a pas quelque chose, un algorithme qui nous permet de les construire en général. Voilà. Alors à partir de là, dès qu'on a un anneau euclidien, alors il est principal, ce qui nous permet de construire, c'est ça qui nous permet de construire la plupart des exemples d'anneaux principaux, bon, évidemment Z, K de X, où là en plus l'euclidien vient avec une unicité de la division euclidienne. Maintenant, on a l'anneau des entiers de Gauss, l'anneau des entiers d'Eisenstein qui arrive, les décimaux. On a aussi l'anneau des séries entières en une variable. Bon, alors maintenant, quand A est principal, peut-on dériver d'autres anneaux principaux? Alors oui, effectivement, si petit a appartient à grand A et non nul, alors dans le corps de fraction, j'ai 1 sur A, et je peux regarder l'anneau engendré par A et 1 sur A. Voilà. Lui, il est principal. C'est comme ça, par exemple, qu'on construit, si A égale Z et petit a égale 10, c'est comme ça qu'on construit ce qu'on appelle les décimaux. Donc les décimaux, ça va être principal. Par contre, il n'y a pas d'extension, en général, A de X, l'anneau de polynôme sur X, est non principal. Sauf si A est un corps. Ça, c'est un si et seulement si. Voilà. Maintenant, quand on quotiente, A sur I, il n'est pas principal parce qu'il n'est pas censé rester intègre, mais par contre, ça va encore exister, parce que quand on va prendre un idéal ici, on va pouvoir le relever dans A, et il va être principal, et on va le ramener dans A sur I, et évidemment, comme on a une surjection, dans la surjection canonique, il y a surjection, et quand on aspire et qu'on repousse, on obtient le même objet. Et donc, ici, on a quelque chose qui est principal aussi. Donc, les idéaux, tous les idéaux ici sont principaux dans un quotient. Voilà. Alors maintenant, je vous parlais de densité dans le programme. C'est ce qui permet finalement une certaine harmonie dans l'arithmétique et la réduction et les polynômes. Voilà. Les anneaux principaux nous permettent d'avoir du recul sur ces choses-là. Et on va pouvoir, dans Z, d'abord, oui, dans Z, c'est là où c'est le plus évident que l'anneau principal nous sert. On a la notion de PGCD, on a les systèmes de congruence avec le lemme chinois, et on a des équations diophantiennes sur Z qui utilisent des anneaux principaux un peu plus fins, comme par exemple l'anneau des entiers d'Eisenstein, l'anneau de Gauss, Z de I, etc. K de X, et pareil, on va avoir des PGCD, mais là les systèmes de congruence vont devenir de l'interpolation de Lagrange, même des exercices aussi un petit peu plus rigolos. Les problèmes d'évaluation, donc le morphisme d'évaluation qui va avoir un noyau. Tout noyau
Ça, j'aurais peut-être pu même commencer par ça, hein. Tout noyau est un idéal et un noyau est principal. Donc là, ça devient important parce que l'évaluation est un noyau. Et les problèmes d'irréductibilité, dont on reparlera un tout petit peu plus tard. Dans la réduction, bah oui, hein, la réduction est liée à la notion de polynôme par ce qu'on appelle les polynômes d'endomorphisme, qui constituent une leçon. Et là, la principalité, le fait que k de x est principal, ça implique qu'on va avoir la notion de polynôme minimal, qu'on va avoir le lemme des noyaux avec la construction, parce que c'est euclidien, de ce qu'on appelle les projecteurs spectraux, grâce à un PGCD. Et puis, si on veut aller plus loin, le théorème de Frobenius, c'est ce qu'on appelle les polynômes invariants de similitude, dont le polynôme minimal est le premier invariant. Dans les groupes finis, on a la notion d'exposant, qui vient du fait que Z est principal, et dans les groupes abéliens finis, le fait que Z est principal implique qu'on a le théorème de structure avec une décomposition des groupes abéliens finis, hein, que vous connaissez certainement. Dans la théorie des corps, maintenant, la notion de corps de rupture est intimement liée à la notion d'anneau principal, ce qui permet de construire ensuite par récurrence des corps de décomposition, des clôtures algébriques, etc., etc. Donc tout ça repose sur le fait que k de x est principal, quand k est un corps. Ce qui nous permet, avec Bezout, de faire des calculs d'inverse, d'accord, et puis d'étudier l'irréductibilité. Alors, l'irréductibilité, par exemple, donc vous avez un corps K, vous avez un élément alpha qui est algébrique sur K, donc il a un polynôme annulateur. L'ensemble de ces polynômes annulateurs, toujours pareil, par évaluation, et ça va être un idéal principal, et donc ça va être engendré par un élément. Mais cette fois-ci, contrairement à ce qui se passe dans la réduction, le polynôme minimal finalement de cet élément sur K, il va être irréductible. Et réciproquement, si on arrive à démontrer qu'un polynôme annulateur de alpha est minimal sur K, alors forcément ce polynôme est irréductible, et ça peut se montrer grâce à des notions de degré. Hein. Voilà. Alors, maintenant, voilà, hein, regardez, hein, c'est quelque chose qui va servir dans l'arithmétique, les polynômes, ce qu'on appelle l'arithmétique des polynômes, d'ailleurs c'est lié à ça, hein. C'est les points communs entre k de x et z, et les points communs, c'est la principalité, hein, c'est l'arithmétique des polynômes. Ça se retrouve dans la réduction, ça va se retrouver même dans la géométrie affine, parce que même la notion même de décomposition réduite d'une isométrie s'appuie sur des histoires de polynômes minimaux et de choses comme ceci. Ça se retrouve dans les groupes, ça se retrouve dans la théorie des corps. Bon, j'ai envie de dire, qui dit mieux? Mieux! On dites-le, monsieur. Mieux! Trop tard. Ah oui, fallait le dire avant. Je le savais! Ah ben, fallait le dire alors. Alors voilà quelques propriétés générales des anneaux principaux. Hein. D'abord, si A est principal, et si on prend un élément non nul dans grand A, alors, bon, ça s'appelle localisé par B, hein, on regarde le localisé, c'est-à-dire dans le corps des fractions de A, on regarde l'anneau des polynômes à coefficient dans A évalué en 1 sur B, d'accord? Donc ça fait bien un anneau, hein, d'accord? Donc vous regardez les P de 1 sur B quand P décrit A de X, hein, d'accord? Voilà, et bien cet anneau est principal. Voilà. Alors, regardez un petit peu les techniques, c'est bon d'avoir quelques petites techniques de preuve. On prend un idéal dans B, donc B, ce que j'appelle B, c'est l'anneau justement A de 1 sur petit b, et maintenant je prends l'intersection. Alors ça, c'est un réflexe à avoir, hein, puisque là, je sais que j'ai quelque chose de principal. Donc je regarde l'intersection I inter A, et comme c'est principal, ça s'écrit A petit a. Et j'affirme que I, ça va être B petit a, donc I va être principal, et ce sera terminé. Alors, il y a une inclusion qui est évidente, donc c'est cette inclusion, puisque petit a, il est dans l'intersection, il est dans I, et comme I est un idéal, BA est inclus dans I. Maintenant, dans l'autre sens, je prends un Z dans I, étant donné que c'est un polynôme en 1 sur B avec P à coefficient dans A, je peux multiplier par un coefficient, je peux multiplier par B puissance n, n assez grand, pour que B puissance n, z, soit dans A.
Mais à partir du moment où il sera dans A, il sera aussi, mais il sera aussi dans I, puisqu'on a multiplié par un élément de A, et puis que I est un idéal. Donc BNZ est dans I inter A, et donc il est engendré par petit a. Ce qui va faire maintenant que Z va pouvoir s'écrire comme un élément K de A divisé par Bn, mais K divisé par Bn, on va être dans B, et donc on va bien être dans BA. Voilà. Donc des petites techniques, hein, faciles, pour montrer que donc c'est des petites extensions, hein, ce sont des extensions d'anneaux, mais des extensions qui restent dans le corps de fraction. Ce qu'on ne pourrait pas faire dans un corps, parce que dans un corps, le corps de fraction c'est déjà lui-même, donc on ne va pas aller bien loin quand on va dans le corps de fraction d'un corps. Bon. Une preuve classique, A de x est principale, donc ça c'est l'anneau des polynômes sur A, si et seulement si A est un corps. Alors dans un sens c'est clair, si A est un corps, c'est évident. Puisque A est un corps, A de x est euclidien, hein, on a une division euclidienne, on a un algorithme qui marche bien. Maintenant dans l'autre sens, c'est un petit peu plus délicat, c'est en deux bandes. Donc si A de x est principal, alors je prends petit a dans grand A et je veux l'inverser, à condition qu'il soit non nul, évidemment, et comme ça je vous aurais montré que c'est un corps. Donc je regarde l'idéal engendré par petit a et grand x, là-dedans, d'accord, et comme il est principal, on peut l'écrire P, où P c'est un polynôme de a de x. Donc il est engendré par P, mais étant donné, donc petit a est donc inclus dans P, donc ça veut dire que diviser c'est contenir, P divise petit a, donc forcément P est de degré 0, donc je vais l'appeler, au lieu de l'appeler grand P, je vais l'appeler petit p, hein, qui est dans grand A, c'est juste un polynôme de degré 0 que j'identifie à une constante de grand A. Donc petit p, maintenant, je sais maintenant que AX est égal à petit p, donc ça veut dire que petit p, là maintenant, il divise grand x. D'accord ? Donc petit p multiplié par un certain q dans a de x est égal à grand x. Donc forcément, q est de degré 1, et je vais prendre son coefficient en degré 1 q1, et je peux affirmer que pq1 est égal à 1. Donc p est forcément inversible. Bon, puisque P est inversible, ça c'est quelque chose à bien connaître dans les anneaux, hein. Un inversible, l'idéal engendré par un inversible, ça contient 1 forcément, puisque c'est un idéal engendré par un inversible. Donc ça contient 1, et si ça contient 1, ça contient tout l'anneau. Donc ça c'est égal à A de x. Voilà. Et en particulier, le plus important dans cet idéal, c'est qu'il contienne 1. Donc 1 est l'élément privilégié dans cette histoire. Donc je peux écrire maintenant 1 et le décomposer dans cet idéal. 1 est égal à UA plus VX, où U et V sont deux polynômes, puisque c'est dans cet idéal, hein, sont deux polynômes de A de x. Maintenant j'évalue en 0, comme ça je tue ça, et ça fait 1 égale U de 0 petit a, ce qui fait que U de 0 c'est l'inverse de A est inversible, et c'est terminé. Maintenant, des petits exemples d'anneaux principaux. Z, parce qu'il est euclidien, K de x, parce qu'il est euclidien, Z de i, alors ça on en a déjà parlé dans des leçons sur les équations différéntiennes. Là, ça c'est important de savoir montrer que c'est euclidien, mais cette fois-ci c'est euclidien, mais un anneau euclidien où on n'a plus l'unicité, hein. De toute façon ça reste un anneau euclidien, mais on n'a plus l'unicité de la division euclidienne comme on avait ici, hein. Le tout c'est de prendre deux éléments non nuls dans Z de i, de regarder la fraction dans le corps des fractions, qui est Q de i, et là ça fait un point de C. Et puis, on va regarder la maille la plus proche du réseau, Z de i, et on va regarder ça. Ça va nous donner un quotient, Q, cette maille, et puis ensuite un reste. Donc ça, c'est facile, et on utilise à fond la norme. Z de j, hein, le fameux j, c'est une racine cubique primitive de l'unité. Z de j, l'anneau des entiers d'Eisenstein, qui est aussi euclidien. De la même manière, on fait ça avec des mailles. Là, celui-ci est plus intéressant, vous pouvez le voir
dans le Perrin, vous pouvez le voir dans le Francino Gianella. Donc ça c'est un anneau qui est principal, mais qui n'est pas euclidien. Et c'est pas facile de montrer qu'il est principal quand c'est pas euclidien, c'est vraiment très très difficile. Là on essaye de trouver une division euclidienne, mais c'est une division par choix. C'est un algorithme de division, mais avec plusieurs possibilités, avec deux possibilités. Et donc on modifie un petit peu la notion d'euclidien pour montrer que c'est principal. C'est pas facile. L'anneau des séries entières à une indéterminée grand X. Mais bon, ça, là on sort un petit peu du programme. Avant, ça c'était quand même pas mal au programme, mais bon, maintenant ça l'est plus. ZP, l'anneau des entiers péadiques. Alors là, on regarde l'anneau des valuations positives dans le corps des péadiques, qui est un corps complété pour une valuation péadique. Ça, bon, pareil, c'est principal. Donc tout ça, c'est principal. Les inversibles. Alors là, c'est 1 et moins 1. Alors c'est important, les inversibles. On a vu que c'est important parce que l'unicité du générateur de l'idéal, il est modulo les inversibles, donc on s'en sert tout le temps finalement. Donc Z, c'est plus ou moins 1. Là, c'est les éléments de K étoile. Là, ici, c'est les éléments de norme 1. Là, c'est les éléments de norme 1. Et là, c'est les éléments de norme 1. Là, les inversibles, c'est les éléments qui ne sont pas multiples de grand X. Et là, les inversibles sont les éléments qui ne sont pas multiples de petit p. Alors, c'est ce qu'on appelle des anneaux locaux, où il n'y a qu'un seul idéal maximal. Là, c'est l'idéal engendré par p, et là, c'est l'idéal engendré par x. Ensuite, des exemples d'anneaux non principaux. Z de x, à cause de cette propriété-là, puisque z n'est pas un corps. K de xy, puisque K de x, ça c'est K de x de y, toujours parce que K de x n'est pas un corps. En général, A de x, quand A est un anneau qui n'est pas un corps. Mais là, vous allez voir qu'on peut quand même encore se débrouiller, parce que Z est factoriel, et donc il va y avoir une notion de contenu, et ici aussi, parce que K de x est factoriel, et donc Z de x est factoriel. Donc on va avoir une notion de contenu qui fait qu'on va quand même pouvoir se débrouiller. Là, se ramener à Q de x, et là, se ramener à K de x de y, et pouvoir quand même travailler, revenir à l'anneau grâce à la notion de contenu. Celui-ci, il est intéressant. On regarde, T est une indéterminée, on regarde l'espace des polynômes, sauf qu'on a enlevé, donc ça c'est l'espace des polynômes K de T, sauf que on a enlevé parmi les générateurs T. Et vous voyez que ça reste un anneau. D'accord? On n'avait pas besoin de T pour que ce soit un anneau. D'accord? Donc c'est comme s'il y avait un trou. Hein? Et bien ce trou fait que l'anneau n'est pas principal. Pourquoi? Parce que si vous regardez T2, T3, l'idéal engendré par T2, T3, eh bien il ne peut pas être engendré ni par T2, ni par T3, ni par 1. D'accord? T2 ne divise pas T3, T3 ne divise pas T2, 1 les divise tous les deux, mais ce n'est pas engendré par 1, parce que cet idéal, ce serait, on voit bien que 1 n'appartient pas à cet idéal engendré par T2, T3. Voilà, donc ça crée un problème, et ça, c'est un idéal de cet anneau qui n'est pas principal. Voilà donc des idéaux non principaux. Dans Z de x, 2x est un idéal non principal. Vous voyez bien que si vous voulez regarder, si vous voulez l'avoir sous la forme D, il faudrait que D divise 2 et D divise x à la fois. Ça, ce n'est pas possible, d'accord? Bon, vous pouvez le regarder, c'est un petit peu exactement comme ça. Et puis, là, x, y, qui est l'idéal maximal, donc x et y n'est pas. Alors, ça c'est intéressant, hein. L'idéal engendré par x et y, supposons que ce soit principal, alors il faudrait que l'élément qui engendre divise à la fois x et y. C'est pas possible, il n'y a que 1.
Mais 1 n'est pas dans l'idéal engendré par x et y, parce que les polynômes engendrés par x et y sont des polynômes qui s'écrivent de la forme xu plus yv. Donc en 0, 0, ils s'annulent. Or 1 en 0, 0, ça reste 1, ça ne s'annule pas. Donc 1 n'est pas dans cet idéal-là. Voilà. Et donc ça, c'est un idéal non principal. Voilà. Puis T2, T3, on en a parlé. Après, il y a aussi z de i racine de 5, qui n'est pas principal, parce que 1 plus i racine de 5, facteur de 1 moins i racine de 5, ça fait 2 fois 3. Et avec les normes, en utilisant les normes pour passer de cet anneau-là à z, hein, la norme au carré, hein, je regarde ce que j'appelle la norme, c'est la norme au carré, eh bien, je me rends compte que ça c'est irréductible, ça c'est irréductible, ça c'est irréductible, et ça c'est irréductible. Or, on a 1 plus i racine de 5, facteur de 1 moins i racine de 5, ça fait 2 fois 3. C'est fait, ça fait 6. Et donc, en fait, ça marche. Tu t'en vas. Et donc, ça fait 2 décompositions en irréductible. Donc, c'est pas factoriel. Si c'est pas factoriel, c'est pas principal. Alors, on peut trouver un idéal non principal. Ben, encore une fois, l'idéal engendré par 2 et 1 plus i racine de 5, ben, on se rend vite compte que il n'y a pas d'élément qui les divise les deux. Attention qu'il les divise là-dedans, hein, bien sûr. Et à la limite, il y aurait 1. Mais il faudrait que 1 se décompose en 2u plus 1 plus i racine de 5v, avec u et v là-dedans. Alors, on le décompose là-dedans, u et v, et on se rend compte que pour une question de parité, ça n'a pas de solution dans z. Hein, d'accord ? Les coefficients de u ne peuvent pas être dans z, et donc ça ne marche pas. Ce qui fait que ça, c'est un idéal non principal. Voilà pour des petites propriétés générales qui constituent un petit apéritif à la leçon. Alors, bien sûr, on peut partir dans le plan sur Z et les équations de congruence et les équations de type Bezout, et ensuite avec des anneaux principaux qui sont des extensions quadratiques de Z, regardez quelques petites équations quadratiques. Voilà, ou plus, bon, des équations diophantiennes. Ça, on en a déjà parlé, je ne vais pas insister là-dessus dans le plan. Là, maintenant, ce que je voudrais, c'est commencer à insister sur 2 choses liées aux anneaux principaux. La première chose, c'est les évaluations de toutes sortes. Et la deuxième chose, c'est le côté unificateur, le côté rassembleur, le côté unifiant hein, des anneaux principaux. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'abstrait qui a un peu de recul et qui permet de rassembler des choses qui étaient un petit peu éparpillées dans les mathématiques. Ça, on va aller de plus en plus vers ça. Mais d'abord, les évaluations. Alors, ça part d'une K-algèbre de polynômes, et on va partir ici de alpha, et on va supposer ici que alpha est dans K, dans un premier temps. D'accord ? Alors, alpha étant dans K, on a une application qui a K de X va dans K, qui a P donne P de alpha, c'est l'application que j'appelle F alpha, évaluation en alpha, et c'est un morphisme d'anneau, et même de K algèbre. Alors, on sait donc que son noyau est un idéal principal, et on sait que x moins alpha est dans le noyau. Il n'en faut pas plus pour dire que ker de f alpha, c'est engendré par x moins alpha, puisque x moins alpha est irréductible. Donc cette méthode est récurrente dans les anneaux principaux. Si dans un idéal d'un anneau principal, on trouve un élément irréductible, alors il est forcément générateur. D'accord ? Attention, hein, réciproquement, un générateur n'est pas forcément irréductible. Mais s'il y a un irréductible, il est forcément générateur, parce que tous les autres sont multiples de cet élément. D'accord ? On est bien, avec les idéaux principaux, en train de faire de l'arithmétique dans le sens, dans la définition de l'arithmétique qui dit c'est la relation divise. Hein, c'est ça. Et donc c'est normal qu'on se serve de cette irréductibilité. Donc ici, c'est forcément ça.
Ce qui fait que, étant donné que ça c'est surjectif, on a un isomorphisme K de X quotienté par le noyau, donc X moins alpha, est isomorphe à K, d'accord, que l'on peut voir comment on prend un polynôme et on regarde soit son évaluation en alpha, soit alors on peut voir aussi son reste dans la division euclidienne par x moins alpha. Alors, il se trouve que là, il y a quand même quelque chose qu'il faut préciser pour être honnête, c'est qu'on n'a pas besoin, l'idéal, lui, il est principal, mais on n'a pas besoin que l'anneau soit principal. Vous prenez n'importe quel anneau unitaire, bien sûr unitaire, parce qu'il faut qu'il y ait 1, là, ici, pour qu'il y ait le polynôme x moins alpha, 1 fois x moins alpha. Vous prenez n'importe quel polynôme unitaire, et vous pouvez vérifier, grâce à la formule de la série géométrique, xn moins alpha n, c'est x moins alpha facteur de, vous savez quoi, hein, xn moins 1 plus alpha xn moins 2, plus etc., plus alpha n moins 1, d'accord. Vous pouvez vérifier que même si on est parti d'un anneau juste unitaire, les choses marchent très bien. Maintenant, on va regarder cette chose-là à la puissance n, en quelque sorte. Donc, je prends alpha i des éléments de K, d'accord, donc ils sont dans K, 2 à 2 distincts, donc c'est dans K, d'accord, et je regarde l'évaluation d'un polynôme en tous les alpha i. Et donc, ça me donne une application qui va de K de x dans K, 3K, 3K, donc n fois, d'accord, qui a P, associe P de alpha 1 jusqu'à P de alpha n, le n uplet. Alors, c'est bien un morphisme de K-algèbre. Et ça, c'est une K-algèbre pour l'addition et la multiplication terme à terme. Hein, d'accord ? Donc, ici, je peux parler ici de noyau, et de noyau qui va être un idéal. Pour un polynôme, annuler tous les alpha i revient à être multiple de tous les x moins alpha. Vous voyez, ça c'est important, comment on bascule du monde des polynômes, où on évalue, au monde de l'arithmétique, où on regarde des problèmes de divisibilité. Et maintenant, le fait d'être multiple de tous est équivalent au fait d'être multiple de leur PPCM. Leur PPCM, qui existe forcément, mais ici c'est le produit, étant donné qu'ils sont 2 à 2 distincts, les alpha i, les x moins alpha i sont 2 à 2 premiers entre eux. Donc maintenant, regardons les dimensions. Alors ce qui est important de savoir, et ça c'est important dans toute la leçon, c'est que la dimension de k de x quotientée par l'idéal engendré par un polynôme, c'est égal au degré de ce polynôme. Ça, vous devez savoir le montrer avec une division euclidienne par ce polynôme. C'est assez facile. C'est même très facile. Alors, ici, on va avoir que le quotient, ici, va être de dimension, là, on est du degré n, donc le quotient par le noyau va être de dimension n, qui est aussi la dimension à droite. Donc, ça va être forcément surjectif. Maintenant, quelle est l'image réciproque par f alpha i du n uplet bêta 1 jusqu'à bêta n de kn? Eh bien, c'est simple, c'est la somme pour i égale 1 à n de bêta i ri sur ri de alpha i, où ri, c'est le produit des x moins alpha j, j différent de i. D'accord? Alors, ça, mais modulo le noyau. Donc, en fait, vous savez comment ça se passe pour avoir un antécédent. Donc là, on sait que c'est surjectif. Il suffit d'avoir un antécédent et tous les antécédents sont égaux modulo le noyau. Et le noyau, on vient de dire qui c'était. Lui, c'est facile de voir ce polynôme, que quand on l'évalue en alpha i, ça fait bien bêta i. D'accord? Ça, c'est presque évident. Et du coup, on va avoir ça comme image réciproque. Voilà. Alors, une autre formulation, c'est là que c'est intéressant, c'est que c'est k de x quotienté par le noyau est isomorphe à l'image, mais maintenant l'image, je reprends que k, c'est k de x quotienté par x moins alpha, ici c'est k de x quotienté par x moins alpha i, et on en fait le produit, et ça, on reconnaît le lemme chinois. C'est-à-dire qu'en fait,
Ce qu'on a démontré, c'est que on avait les polynômes interpolateurs de Lagrange, d'accord, cette surjectivité, mais avec l'unification des anneaux principaux, eh ben, Lagrange, c'est pareil que le théorème chinois, ici. Hein, d'accord, là, c'est quand même quelque chose à bien photographier. Maintenant, on passe à un type d'évaluation un tout petit peu plus sophistiqué. Je prends encore K et je prends une extension finie, L de K. Je prends maintenant alpha, non plus dans K comme ici, mais dans L. Alors pareil, j'ai une évaluation, mais cette fois-ci, elle va de K de X dans K de alpha. Alors K de alpha, évidemment, elle est surjective par définition de K de alpha, qui peut être vue comme l'image de l'évaluation. Je vous rappelle que K de alpha, c'est aussi l'ensemble des polynômes P de alpha quand P parcourt K de X. Donc c'est vraiment l'image, hein, par définition. C'est encore un morphisme de K-algèbre, évidemment. Et maintenant, voilà les propriétés qu'il faut bien dominer, hein, dans cette histoire. Le noyau, étant donné qu'on a un anneau principal, va être engendré par un élément qui va être unique si on le suppose unitaire, d'après ce qu'on avait dit au tout début sur l'unicité modulo les inversibles. Donc on va prendre mu alpha unitaire, mais mu alpha est automatiquement irréductible. Alors ici, pourquoi il est irréductible? Parce que quand on va quotienter k de x, quotienté par mu alpha, ça va être isomorphe à k de alpha qui est inclus dans L. Donc ça c'est intègre puisque c'est un corps, donc ça c'est intègre, en plus c'est un corps, on le sait, et ici on a le quotient. Donc quand on quotiente et qu'on a quelque chose d'intègre, alors c'est que le polynôme ici est irréductible. Ça peut se faire avec le lemme des noyaux, encore une fois. Vous remarquez qu'ici, on n'a pas quelque chose d'intègre, d'accord? Parce qu'il y a des diviseurs des zéros. Quand vous faites le couple 0,1 fois 1, 0, ça fait 0, 0, alors que les éléments ne sont pas nuls. Donc ici, on a des diviseurs de 0. Donc ici, ce n'est pas intègre. Hein. C'est pour ça qu'ici, on a quelque chose de composé. Mais là, c'est intègre. D'accord? Et on a même plus, c'est-à-dire que, étant donné que k de x est un anneau principal, mu alpha, ici, qui est irréductible, forcément parce que diviser, c'est contenir, lui va être un idéal maximal, et donc le quotient va être un corps. Donc k de alpha ici est un corps. On a même plus, parce que comme k de x est euclidien, il est intéressant, quand on veut par exemple calculer l'inverse d'un élément ici, aller chercher l'inverse dans le quotient k de x sur mu alpha, puisque dans k de x, on va pouvoir écrire une relation de Bezout, et grâce à cette relation de Bezout, trouver l'inverse. Un élément qui est non nul dans le quotient va se relever en un élément qui va être premier à mu alpha. Vous écrivez votre relation de Bezout, vous quotientez et vous obtenez l'inverse. Donc ça, c'est des choses vraiment importantes et de base à bien dominer dans cette leçon. Alors, encore quelque chose d'un autre point important, c'est que le degré de l'extension de ce corps k de alpha sur k, comme k de alpha, c'est l'image ici, son degré, c'est la dimension sur k, donc c'est la dimension du quotient par mu alpha, et ça, on a dit que c'était le degré, d'accord, de mu alpha. Voilà. Maintenant, c'est important ces histoires de degrés pour une réciproque. C'est-à-dire, si réciproquement vous avez P dans K de X, on va supposer qu'il est unitaire, on peut toujours se ramener à ça, et on suppose que le degré de P est égal à le degré de l'extension. Vous voyez que ce n'est pas innocent d'appeler ça degré, puisque c'est amené à être comparé à des degrés ici de polynôme. Eh bien, si P de alpha égale 0, alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe que P va être un polynôme de degré mu alpha, ce qu'on appelle le polynôme minimal de alpha, et P de alpha égale 0, donc P est multiple de mu alpha, mais il est de même degré, et il est unitaire, donc par unicité, encore une fois, il va y avoir égalité. Et en particulier,
et ça ne gâche rien, et ben P, on montrera qu'il est irréductible. Et ça, c'est important d'avoir des critères d'irréductibilité qui sont pas trop difficiles. Et ça, c'est un critère d'irréductibilité juste en vérifiant une égalité, bon, ça c'est faisable, et en vérifiant une dimension, ce qui est faisable aussi. Voilà. Alors maintenant, le cœur du problème dans les évaluations, eh bien, vous prenez l'évaluation en une matrice. Vous prenez une matrice A de Mn de K, une matrice carrée, et vous regardez l'application qui a un polynôme associe la matrice P de A. D'accord? Donc bon, ça que vous savez définir. Vous pouvez faire pareil avec un endomorphisme, mais dans ce cas-là, vous avez P de U, où U est l'endomorphisme, et on va dans L de E. Je vous laisse l'analogie. Hein. Alors, encore une fois, on va avoir un morphisme de K-algèbre. L'image de ce morphisme, c'est ce qu'on va appeler les polynômes d'endomorphisme, ou ici les polynômes de la matrice, en la matrice. Et le noyau, eh ben, comme on a un anneau principal, ça va être engendré par un certain polynôme, qu'on va appeler polynôme minimal, qui est unique si on le prend unitaire. Donc, maintenant, ce qui va faire que la dimension de l'image, d'après ce qu'on a vu, hein, c'est le degré de ce polynôme minimal. Ça, c'est intéressant. Attention, hein, le polynôme minimal, cette fois-ci, c'est plus comme dans la théorie des cordes, des extensions de cordes. Il n'a aucune raison d'être irréductible parce qu'on ne va pas dans une algèbre intègre, hein, ici. Bien. Alors, quelques petites propriétés. Ben, la première propriété, c'est de voir que ça ne dépend pas du corps. Normalement, je devrais appeler ça mu à K, parce que K, il fait partie de la machine. Maintenant, on peut se poser la question, si on prend une extension L de K, alors la matrice, elle est dans Mn de L, et donc elle a un polynôme minimal aussi sur L. A priori, le polynôme minimal là, il est encore dans L de X, d'accord, mais il est dans K de X, donc dans L de X, et il annule toujours A. Donc forcément, d'après ce qu'on sait, d'après la théorie ici, hein, on va avoir que lui va diviser lui. Donc ça, c'est clair. D'accord ? Mais maintenant, on a mieux, on a l'égalité. C'est-à-dire que le polynôme minimal, pour le polynôme caractéristique, c'est assez clair, mais pour le polynôme minimal, c'est moins clair. Il ne dépend pas du corps, hein, sur lequel la matrice est définie. Alors, pourquoi ? Parce qu'on a la divisibilité et égalité de degrés. Pourquoi on a l'égalité entre les degrés ? Parce que le degré du polynôme minimal, c'est la dimension de l'image, donc le rang de la famille de matrices IN jusqu'à toutes les puissances de A. Par Cayley-Hamilton, on peut s'arrêter à AN-1, hein, puisqu'après, les puissances de A vont être engendrées par les premières puissances. Ça, c'est Cayley-Hamilton. Mais le rang d'une famille de vecteurs ne dépend pas, lui, hein, d'accord, du corps choisi. Hein, Alors, pourquoi ? Il y a un argument, bon, il y a plusieurs arguments. Hein, il y en a un, c'est le théorème du rang. Il y en a un autre que j'aime bien, c'est le fait que le rang d'un système de vecteurs se calcule avec le rang d'une matrice, et le rang d'une matrice, hein, donc les vecteurs en colonne, hein, et le rang d'une matrice ne dépend pas de l'extension, parce que c'est la taille maximale d'un mineur non nul. Or, un mineur non nul, s'il est non nul sur K, il est non nul sur L, et c'est la même façon de le calculer sur K et sur L, et donc c'est la même chose. Donc on a cette égalité, et donc là, on a cette égalité-là. Et par égalité de degrés, on a ici égalité ici, parce qu'ils sont unitaires. Voilà, donc ça c'est une chose quand même qui est importante. Je veux parler aussi de l'évaluation en A et en X, qui amène à la notion de ce qu'on appelle le polynôme minimal local. C'est-à-dire qu'on regarde le polynôme minimal, mais localisé en X. Alors ici, on a une application qui va de K de X, P, mais cette fois-ci dans Kn, qui a P associe P de A, mais évalué en X, où X est dans Kn, hein, bien sûr. X, il est dans Kn.
Alors, il se trouve que c'est plus un morphisme d'algèbre. D'accord ? Ici, c'est une algèbre, mais ici, c'est un espace vectoriel. Donc, c'est en fait un morphisme d'espace vectoriel. Mais c'est très facile de montrer quand même que le noyau est un idéal. C'est-à-dire, c'est parce que, bon, bah, c'est évident qu'il est stable par addition, mais stable par multiplication, bah, ça vient du fait que quand on va écrire Q de A de quelque chose qui est déjà nul, et ben ça fait 0. Donc Q de A de 0 égale 0. Alors ici, ça fait que c'est un idéal, donc encore une fois, c'est un idéal principal, et on en sort un polynôme minimal unitaire, unique, que l'on va appeler mu AX, qui est le polynôme minimal local en X de A. D'accord ? Alors, ça va avec un théorème qui est quand même assez profond, et que l'on va retrouver dans le théorème de structure, qui lui n'a plus rien à voir avec ça parce qu'on est dans les groupes abéliens infinis. Là, il existe x dans Kn tel que mu ax égale mu a. Il y a un x qui réalise par son polynôme minimal local le polynôme minimal global. Voilà. Alors pourquoi il est intéressant ce x? Parce qu'il nous permet de faire des récurrences. Si on regarde le sous-espace A stable engendré par x, c'est-à-dire K de A appliqué en X, d'accord, ça va être un sous-espace A stable, et bien lui, pour un tel X, il va posséder un supplémentaire qui est lui-même A stable. Et donc, comme ça, on va décomposer, un peu comme dans le lemme des noyaux, mais c'est une autre décomposition, qui est la décomposition de Frobenius, au lieu de la décomposition de la lemme des noyaux. On va décomposer Kn en sous-espace A stable grâce à ça. Ça, bien sûr, c'est lié à la leçon sous-espace stable. Alors, en plus, comme on a un sous-espace stable, on va pouvoir écrire A comme semblable à une matrice diagonale par bloc. Bah, il se trouve, encore une fois, parce que K de X est principal, que quand vous avez, donc après vous pouvez faire une récurrence, hein, mais quand vous avez une matrice diagonale par bloc B et B', donc ça c'est des blocs diagonaux, alors le polynôme minimal, de la matrice, globalement, c'est le PPCM des polynômes minimaux des blocs. Ça, vous pouvez le démontrer. Évidemment, c'est de l'arithmétique. Donc, pour démontrer une égalité, vous démontrez une double inégalité. Mais une double inégalité, en arithmétique, veut dire une double divisibilité. Donc, c'est très facile de voir que ça divise ça. Pourquoi ça divise ça? Parce que lui va annuler lui, c'est facile de le voir. Et pourquoi le PPCM de mu B et mu B' divise ce mu-là? C'est parce que mu B le divise et mu B' le divise. Et pourquoi mu B le divise? Parce que lui annule B, ce polynôme minimal, puisqu'il annule les deux blocs, en particulier, il annule B. Voilà, c'est des petites techniques qu'il faut savoir faire. C'est pas très très difficile et c'est un petit exercice assez joli. Je veux, dans ces histoires d'évaluation, terminer sur un petit théorème que j'aime beaucoup. C'est pas le théorème que j'aime beaucoup, c'est sa preuve. Donc, c'est que le polynôme caractéristique de A, ça divise mu A puissance n, où n, bien sûr, c'est la taille de la matrice. Alors, regardez, c'est encore des histoires d'évaluation et c'est encore des histoires de noyaux. Vous prenez P dans K de X, et vous ajoutez un déterminé Y, et vous regardez P de Y moins P de X. Vous le regardez à coefficient dans K de X, mais à un déterminé Y. Donc ça, si vous l'évaluez en Y égale X, ça fait 0. Donc c'est dans l'idéal annulateur de l'évaluation, donc c'est un idéal principal qui est engendré, on l'a dit, par Y moins X. Donc c'est de la forme y moins x fois un certain q. D'accord? Donc maintenant cette égalité là, cette divisibilité qui vient d'un idéal principal, eh bien je l'évalue en A. C'est y que j'évalue maintenant en A. D'accord? Et ça c'est un coefficient. Ça, les éléments de K de X sont des coefficients. Donc ça me fait P de A. Mais P de X, comme c'est un coefficient, ça devient moins P de X IN, l'identité, attention. Et donc c'est égal à A, comme j'évalue Y en A, moins X, identité, fois Q de A.
Et maintenant, je vais poser P égale mu A, ce qui va avoir pour effet d'annuler là. Et je prends le déterminant. Le déterminant d'une homothétie, parce que c'est une homothétie, hein, ça c'est de rapport lambda, c'est lambda n fois le déterminant de la matrice, donc là c'est 1. Donc ici, le déterminant, ça va être moins mu A puissance n, d'accord? Et ici, comme le déterminant est multiplicatif, vous allez avoir le déterminant ici fois le déterminant ici, mais ce déterminant-là, c'est Kia, donc Kia divise mu A puissance n, et ça fait un truc très très joli. Alors ça, c'est dans le Naimé Mansui, hein, vous pouvez le trouver. Voilà, donc bon, des petites choses. Alors, si on veut résumer, hein, c'est que cette leçon sur les anneaux principaux, si vous voulez faire impasse là-dessus, il faut aussi faire impasse sur la réduction, sur l'arithmétique de Z, sur les corps, d'accord, sur les polynômes. Bon, globalement, bon, vous choisissez vos impasses comme vous voulez, mais bon, là, quand même, ce serait dommage, hein. Et donc, regardez cette playlist comme une série de petites révisions globales, parce que là, on est en train de nager dans un monde complètement dense dans le programme d'algèbre. Voilà, alors ça, c'est une partie que je trouve particulièrement élégante. Pourquoi? Parce que c'est pas technique, il n'y a pas de technicité, c'est juste du recul et on admire le paysage. Parce que le paysage que nous apportent les anneaux principaux, c'est une unification de choses qui, de près, si on a la tête dans le guidon, on a l'impression que c'est des choses complètement différentes, mais un petit peu de loin, on se rend compte que c'est la même chose. Alors là, je donne l'exemple flagrant dans le programme d'Agreg, c'est les groupes abéliens finis et les espaces vectoriels munis d'un endomorphisme. Voilà. Et c'est quasiment la même chose, et on s'en rendait pas compte, qu'on suivait un cours de groupe, un cours de réduction, et qu'en fait, c'était le même cours. Voilà. Allons-y. Pourquoi c'est le même cours? Si on regarde des groupes abéliens finis, finalement, on a sur G une opération, donc G c'est un groupe abélien fini, on a sur G une opération qui est commutative, puisque c'est abélien, G, on va dire, muni de la loi plus, est un groupe. Et en plus, il a une multiplication externe, cette fois-ci pas d'un corps, comme pour les espaces vectoriels, mais d'un anneau, Z, et on a Z croix G dans G, cette application qui a NG donne N fois G. Voilà, puisqu'on a pris un groupe additif, hein, je vous rappelle. Donc ça, c'est bien défini, et vous avez la notion de Z module, c'est comme la notion d'espace vectoriel, mais au lieu que ce soit sur un corps, c'est sur un anneau. Donc vous vérifiez tous les axiomes des espaces vectoriels, sauf le fait que, ici, les scalaires, ici, sont des éléments d'un anneau. Le reste, tout marche bien. Alors, attention, hein, ça ne s'appelle plus Z espace vectoriel, parce que les propriétés sont tellement différentes que ça mettrait la pagaille dans nos têtes si on appelait ça Z espace vectoriel. Ça s'appelle Z module. D'accord ? C'est des espaces vectoriels sur des anneaux, sauf qu'on les appelle modules parce que c'est vraiment des objets qui deviennent complètement différents. L'inversibilité permet la base incomplète et la base incomplète ouvre un champ énorme. Bon, donc voilà la première histoire. La deuxième histoire, c'est les espaces vectoriels munis d'un endomorphisme. Là, pareil, on a E plus qui est un groupe et on lui rajoute une multiplication extérieure, mais cette fois-ci par un élément de K de X. Oui, comme E est muni d'un endomorphisme U, l'application, c'est l'application qui a P dans K de X et X dans E, associe P de U, donc qui devient un endomorphisme, mais de X. Voilà. Pareil, on vérifie tous les axiomes des espaces vectoriels, sauf que, ici, c'est pas un corps, c'est un anneau. Voilà. Mais
la chose la plus importante, c'est que c'est un anneau principal. Et donc ça va unifier les deux théories. Allons-y pour l'unification. Et ici, ce sont des propriétés qu'on connaît bien dans les groupes finis. Là, c'est dans les groupes abéliens finis, hein, plus particulièrement. Donc il y en a qui sont partagés avec les groupes finis, hein, mais je prends les groupes abéliens. Ça, c'est quand même important que ce soit abélien pour qu'il y ait une structure de Z module. Et là, espace vectoriel muni d'un endomorphisme. Voilà. Alors, regardez, qu'est-ce que c'est que l'ordre d'un élément? Ben, l'ordre d'un élément, ça va être le générateur dans Z de l'idéal des éléments n, tels que ng égale 0. Donc ça va bien être un idéal de Z, donc il va posséder voilà, un anneau principal, etc. Et ça va être l'ordre. Si on fait la même chose avec P de U de X égale 0 et on regarde les P, ben, on l'a vu tout à l'heure, c'est un idéal, pas toujours principal, engendré par ce qu'on appelle le polynôme minimal local. Donc déjà, on a une analogie ordre d'un élément, polynôme minimal local. Maintenant, qu'est-ce que c'est que l'exposant du groupe? Ben, l'exposant du groupe, ça va être le minimal qui va tout annuler, d'accord? Donc ça va être le PPCM des ordres des éléments du groupe. Et ici, quand on reprend le PPCM des polynômes minimaux locaux, bah, on tombe sur, évidemment, le polynôme minimal, celui qui va aussi tout annuler, d'accord? Qui va annuler tout le monde. Donc on globalise le X, c'est P de U, qui vaut 0 en tant qu'endomorphisme. Et là, c'est l'exposant qui vaut 0 en tant qu'application sur G. Bon. Dans un groupe abélien fini, vous allez avoir des sous-groupes cycliques. Ils vont être importants après dans le théorème de structure. Ces sous-groupes cycliques, comme on les voit, eh ben, c'est des sous-groupes engendrés par un élément A. Et ils sont isomorphes à, on va dire, Z sur NZ. Et ici, ben, on regarde des sous-espaces cycliques, c'est-à-dire des sous-espaces engendrés par un élément. X. Alors effectivement, c'est bien un sous-espace de E, et encore une fois, muni du même endomorphisme U. Donc c'est une sous-structure, d'une structure d'espace muni de l'endomorphisme U. Et effectivement, ça s'appelle des sous-espaces stables. Mais là, c'est un sous-espace stable particulier, le sous-espace cyclique. C'est lui qui, entre parenthèses, fait naître, quand on prend une base bien adaptée, la matrice compagnon du polynôme minimal local en X. Bien. Maintenant, alors là, ça devient un petit peu plus audacieux. On part donc d'un sous-groupe cyclique. L'exposant du sous-groupe cyclique, c'est l'ordre de A. Ça, c'est clair. De la même manière qu'ici, le polynôme minimal de ce sous-espace, eh ben, c'est le polynôme minimal local en X. Mais maintenant, dans le cas d'un groupe cyclique, c'est aussi l'ordre. Donc dans le cas d'un groupe cyclique, l'exposant et le cardinal, c'est exactement la même chose. Pour ce qui est d'un sous-espace cyclique, eh bien, on sait que le polynôme caractéristique et le polynôme minimal, c'est pareil. Vous prenez une matrice compagnon, le polynôme minimal, le polynôme caractéristique, c'est pareil. Donc déjà, pour un sous-groupe cyclique et pour un sous-espace cyclique, on a que le cardinal et le polynôme caractéristique, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que c'est la même chose que le polynôme minimal, dans les deux cas. Donc on peut faire un lien entre les deux pour les sous-espaces cycliques. Maintenant, quand on va regarder dans le cas général, quand c'est non cyclique, eh bien là, quand c'est non cyclique, on a le théorème de structure qui nous dit que ça se décompose en cyclique. Donc le cardinal, c'est le produit des cardinaux des sous-groupes cycliques. De la même manière, ici, on va avoir, dans le cas général, le sous-espace E qui va se décomposer en sous-espace cyclique, et donc le polynôme caractéristique va être le produit des polynômes caractéristiques dans le cas cyclique. Donc, on peut, dans un premier temps, dans le cas cyclique, puis dans un deuxième temps, dans le cas général, faire une analogie
entre l'ordre du groupe et le polynôme caractéristique. Voilà. Et ici, on a un élément de z, évidemment, et ici, on a un élément de k de x. Voilà. Donc ça, c'est quand même assez fort. Hein. Et là, maintenant, le fait que... Bon, vous avez Lagrange. Hein. Le théorème de Lagrange, qu'est-ce qu'il dit? C'est que l'ordre d'un élément, il divise l'ordre du groupe. Mais l'ordre d'un élément divise l'ordre du groupe. Ça, c'est le PPCM des ordres des éléments. Donc, comme on a tous les ordres des éléments qui divisent l'ordre du groupe, ça peut se résumer en l'exposant du groupe divise l'ordre du groupe. D'accord? Eh bien, ça, c'est Lagrange. Et ça correspond à Cayley-Hamilton. Cayley-Hamilton dit que le polynôme minimal divise le polynôme caractéristique. Donc, vous voyez, il y a quand même une analogie. Hein, quand on apprend ces choses-là, et qu'on voit Cayley-Hamilton, on ne se dit pas, ah bah oui, on connaît bien parce que c'est Lagrange. Ben non, il faut quand même prendre du recul pour se rendre compte que c'est la même chose. Pareil pour le lemme chinois, hein, on a une décomposition de z sur nz en le produit de z sur p puissance k z, où n c'est le produit des p puissance k, et les p puissance k sont tous 2z premiers entre eux, hein, on prend des nombres premiers distincts. Et bien là, ça correspond exactement au lemme des noyaux. Alors comme là on a pris z sur nz, on va dire un lemme des noyaux pour un sous-espace cyclique. Hein. Bon, mais c'est le lemme des noyaux quand même. Hein. Voilà. Pareil, les facteurs invariants. On a unicité, et ça j'insiste dessus, de la décomposition d'un groupe abélien fini en produit de sous-groupes cycliques. Et l'unicité, elle se fait si les AI se divisent entre eux. Et là, on a l'équivalent. Ce sont les polynômes invariants de similitude, qui nous dit que si on prend les PI qui se divisent entre eux, alors E va être une somme directe de sous-espaces cycliques, de polynômes minimaux locaux, hein, PI, avec les PI qui se divisent entre eux. Et donc finalement, ça veut dire que la matrice de U dans E va ici s'écrire, va pouvoir s'écrire dans une certaine base bien adaptée à cette décomposition, sous la forme CP1 par bloc, hein, diagonale par bloc, CP1 jusqu'à CPK. Et il y a unicité de ces polynômes invariants. Le premier polynôme, évidemment, c'est le polynôme minimal, de la même manière que l'exposant du groupe, ici, c'est A1, c'est le plus grand. Hein, voilà. Bon, et donc, vous voyez que le théorème de structure, dans son existence de décomposition et dans son unicité, correspond au théorème de Frobenius. Ici, hein, quand on monte le théorème de structure, ça part toujours de... on construit l'exposant du groupe et on trouve un élément, d'accord, dans G, qui réalise l'exposant du groupe, c'est-à-dire dont l'ordre est égal à l'exposant. Ça, c'est la première chose qu'on fait. De la même manière que quand on démontre le théorème de Frobenius, le premier truc qu'on fait, c'est chercher un élément x tel que son polynôme minimal local est égal au polynôme minimal. Et qu'est-ce que ça assure dans les deux cas? Ça assure l'existence d'un supplémentaire stable. Là, ça assure l'existence d'un sous-groupe supplémentaire, et là, d'un sous-espace stable par U supplémentaire à l'espace cyclique engendré par le x qui réalise ce polynôme minimal. Voilà, ça c'est la partie la plus excitante de la leçon. Alors, en guise d'illustration, on va regarder les facteurs invariants de ce groupe abélien fini là, z sur 18z, le produit direct avec z sur 5z, z sur 8z, z sur 36z. Et ensuite, on va faire un analogue en cherchant les polynômes invariants de similitude d'une certaine matrice. Donc, pour trouver les facteurs invariants de ça, eh ben, c'est le brisé rassemblé. Hein. Alors, on brise, donc 18 c'est 3 au carré fois 2, 5 ben, ça reste 5, 8 c'est 2 au cube, 36 c'est 3 au carré fois 2 au carré. Donc, qu'est-ce qui nous permet de briser? Là, on a brisé au niveau des nombres, mais au niveau des groupes, ce qui nous permet de briser, c'est le lemme chinois, évidemment. Hein. Donc, ça va faire, par exemple, z sur, c'est isomorphe, à z sur 3 au carré z, produit direct avec z sur 2z. Bon. OK.
Et maintenant, on rassemble. On re-rassemble avec le lemme chinois encore une fois. Alors, qu'est-ce qu'on va rassembler? On va rassembler des éléments qui sont premiers entre eux, mais étant donné qu'on veut qu'ils se divisent tous successivement, un peu comme les frères Dalton, eh ben, on va prendre les plus grands, on va rassembler les plus grands d'abord. Donc, 3 au carré, ça va être le plus grand. Bon, là, égalité avec lui, donc je souligne. 5 apparaît, c'est le plus grand exposant, et 2, là où il est le plus grand, c'est quand il est au cube ici. Donc ça, on va rassembler ces 3-là. Ça va faire, encore une fois, par le lemme chinois, z sur 2 au cube z, croix z sur 3 au carré z, croix z sur 5z, et 2 au cube fois 3 au carré fois 5, ça fait 360, donc on a un z sur 360z. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Il reste les seconds. Les seconds, on va avoir 2 au carré, 3 au carré. Voilà, c'est tout. Et donc ça va faire z sur 36z. Et maintenant, qu'est-ce qui reste? Il reste encore le dernier, le petit dernier, 2. Et voilà, on a obtenu par cette technique forcément des éléments qui vont être les facteurs invariants par unicité des facteurs invariants. À partir du moment où ils se divisent entre eux, comme ça. Ok. Maintenant, on fait pareil avec les polynômes invariants. Hein. Donc on a une matrice, et vous voyez donc le lien. Ici, le 3 au carré. Alors là, on a déjà fait le brisé, ici, à ce niveau-là. Pour aller un peu plus vite, je vous épargne le brisé. On va juste faire le rassemblé. Mais le rassemblé, c'est un brisé à l'envers, donc ça va. Regardez, ici, correspond à ça. C'est-à-dire que je prends le bloc de Jordan, j'appelle Jn de lambda. Lambda, c'est les valeurs propres. D'accord? Et ici, je mets le bloc, donc ça c'est un bloc NN, hein, d'accord? Et ici, avec que des 1. C'est ce qu'on appelle le bloc principal de Jordan, de taille N, et pour la valeur propre, lambda. Alors, les lambda, c'est les valeurs propres, donc ça correspond aux ordres. Hein. Donc ici, je vais appeler J1 de 2, J2 de 3, ici, hein, d'accord? Qui correspond à 2, puissance 1, et 3 à la puissance 2. Ensuite, J1 de 5, J3 de 2, et J2 de 2, et J2 de 3. Voilà donc ma matrice, hein, avec cette convention-là. Donc maintenant, je vais faire pareil, je vais faire un rassemblé. Alors qu'est-ce que c'est un rassemblé? C'est le lemme des noyaux qui me dit que si je regarde par exemple le sous-espace, hein, qui va correspondre à, on va dire ça, les plus grands, hein, lui et lui. Voilà. Donc ce sous-espace-là, le sous-espace qui est ici, qui est stable, hein, engendré par les éléments de la base qui sont là. Bon, alors ce sous-espace, d'accord, je dis que cette matrice est semblable à la matrice CP1, où P1, c'est le polynôme x2, x-2 au cube, fois x-3 au carré, fois x-5. Alors pourquoi? Parce que si je pars de là, je sais que le polynôme minimal, c'est justement P1, hein, quand on prend un espace muni d'un endomorphisme qui a pour matrice cette matrice compagnon, eh bien son polynôme minimal c'est P1, donc je vais pouvoir décomposer par le lemme des noyaux. Le lemme des noyaux va me donner des sous-espaces stables, par exemple là ici, dont le polynôme minimal est x-2 au cube. D'accord? Donc je sais que j'ai ce bloc-là. De la même manière, je sais que j'ai ce bloc-là, et je sais que j'ai ce bloc-là. Et étant donné que et je ne vais pas avoir d'autres blocs, puisque le polynôme caractéristique, c'est P1, et là j'ai déjà mon polynôme caractéristique complet. Voilà une petite chose, hein, et je fais pareil pour le reste. Donc voilà le rassemblé, vous voyez qu'on rassemble par le lemme des noyaux en utilisant le polynôme minimal d'une matrice compagnon et le polynôme caractéristique aussi d'une matrice compagnon pour voir que le compte est bon à la fin. Hein, on a compté tout le monde. Donc ici, à la fin, on va avoir, comme prévu par la décomposition de Frobenius, une matrice CP1, CP2, CP3, où P2
c'est x-2 au carré facteur de x-3 au carré, et P3, c'est juste x-2. Voilà une belle illustration de cette belle unité, de cette belle harmonie que met la théorie des anneaux principaux dans le programme d'algèbre d'Agricola. Alors, quelques petits exercices qui peuvent être liés à la leçon et susceptibles d'être posés le jour J. Faut pas que ce soit des exercices trop difficiles, ni trop techniques, ni trop prises de tête, juste des exercices pour tester des réflexes, d'accord? C'est bon, voilà. Donc là, celui-ci, classique, soit K un corps de cardinal Q, c'est pas la peine de connaître toute la théorie des corps finis pour ça, c'est juste un corps de cardinal Q. Quel est l'ensemble des polynômes de K de X, tel que P de X égale 0 pour tout X dans K? Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que quand le corps est infini, évidemment, il n'y a que le polynôme nul, parce qu'un polynôme non nul, il a forcément un nombre fini de racines, donc il faut bien que K soit fini pour que l'exercice soit intéressant. Maintenant, quand il est fini, qu'est-ce qui se passe? Alors, dans le cadre de la leçon, moi je conseille de regarder le morphisme d'évaluation, mais pas d'évaluation en un élément précis, d'évaluation globale, donc c'est-à-dire qui va de K de X dans les fonctions polynômes, que j'ai appelé FP indice K. Donc à P, le polynôme, je lui associe F indice P, qui va de K dans K, et qui a X, associe FP de X, qui est donné par l'évaluation de P en X. Donc c'est une évaluation globale. Là, on a une algèbre. Là, on a aussi une algèbre. Donc l'algèbre des polynômes, l'algèbre des fonctions polynômes sur K. Là, c'est forcément un morphisme d'algèbre par définition de la multiplication de polynômes. Et vous allez chercher finalement le noyau de l'évaluation. Alors, une petite parenthèse, si K est infini, le noyau est nul, c'est ce qu'on vient de dire finalement. Et donc, comme ce morphisme est surjectif par définition de ce qu'on appelle une fonction polynôme, on va avoir, dans le cas K infini, un isomorphisme, ce qui fait que c'est quelque chose de très très classique, très très connu. On peut identifier polynôme et fonction polynôme sur un corps infini. Maintenant, quand le corps est fini, qu'est-ce qui se passe? Là, on en parle peut-être un petit peu moins de cette histoire. Donc on dit qu'on a un morphisme, et comme K de X est principal, la première chose à dire dans une discussion de jury, c'est qu'on a ici un noyau qui est un idéal principal. Et donc, engendré par un seul élément, soit 0, mais là ce serait étonnant, soit alors un élément unique qui est unitaire. Alors maintenant, on peut s'arrêter là, on peut aller plus loin maintenant. P de X, supposons que P soit dans le noyau, P de X est égal à 0 pour tout X dans K, par définition, ce qui veut dire que l'indéterminé est un grand X moins petit x divise P pour tout petit x dans K. Donc là, on dégaine le PPCM. Le PPCM de tous les x moins petit x divise P, d'accord? Et bon, on vérifie que c'est si et seulement si. Le PPCM est égal au produit quand les polynômes sont 2 à 2, premiers entre eux. Alors, maintenant, on peut aussi s'arrêter là. Maintenant, on peut aller un petit peu plus loin et remarquer que mu est égal à xq moins x. Pourquoi? Je regarde x puissance q moins x moins mu, finalement, d'accord? Et j'affirme que c'est égal à 0. Pourquoi c'est égal à 0? Parce que mu de x est égal à 0, ici, et pour tout x dans K, et pour tout x dans K, ça c'est nul aussi. Pourquoi c'est nul? Parce que si x égale 0, c'est nul, et si x est différent de 0, par Lagrange dans le groupe multiplicatif K étoile, c'est nul parce que petit x puissance q moins 1 est égal à 1, d'accord, par Lagrange. Donc, ça veut dire que maintenant, on a ici un polynôme. Quel est son degré? On ne sait pas, mais a priori,
les termes en xq s'éliminent, donc c'est un degré inférieur à q-1 et qui possède q racine, en l'occurrence tous les éléments de k. Donc on sait qu'il est nul, et donc ce qui fait que mu est égal à xq moins x. Voilà, donc là on a totalement décrit la chose. Un autre exercice, soit on est en caractéristiques différentes de 2, on a un corps K de caractéristiques différentes de 2, et il faut montrer que x2, le polynôme que je vais appeler P, x2 plus y2 plus z2, est irréductible dans l'anneau K de x, y, z. Alors là, ce que je trouve intéressant, c'est le passage, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la leçon anneau principal a priori, mais on peut a posteriori s'y placer. Pourquoi? Parce qu'on a toujours, non, on n'a pas toujours malheureusement, mais dans ce genre d'exercice, on a souvent un anneau principal proche. D'accord? Et l'anneau principal le plus proche ici, c'est l'anneau des polynômes en x sur le corps des fractions en YZ. Ben oui, puisque ça c'est un corps, là ici ça va être principal. Donc ça va être beaucoup plus facile à gérer, et ensuite il faut remonter là-dedans. D'accord? Donc ça c'est des exercices qui peuvent rentrer dans le cadre des anneaux principaux, parce que dans un premier temps, on résout le problème dans un anneau principal, et ensuite on revient sur l'anneau de départ. D'accord? Donc il faut savoir y aller et revenir. Donc là, c'était l'aller. Maintenant, pourquoi ça nous sert d'être dans un anneau principal? Ça nous sert d'être dans un anneau de polynôme sur x, c'est-à-dire que on sait, étant donné que maintenant on a un polynôme de degré 2 en x, que à partir du moment où P s'il se réduit, d'accord, s'il se réduit là-dessus, d'accord, alors il a des racines. Voilà, parce qu'on est sur le corps, et parce que on va avoir un alpha et un x moins alpha qui va diviser, hein, donc c'est valable en degré 2, c'est valable en degré 3, après en degré 4, ça ne marche plus. On va faire un raisonnement par l'absurde. Si P se réduit là-dedans, alors il se réduit forcément là-dedans, et on va avoir, dans ce cas-là, par réduction, une racine, alpha, d'accord, parce que c'est un polynôme de degré 2. Voilà. Alors maintenant, comme c'est un polynôme de degré 2, alors ça marche pour le degré 2, pour le degré 3, on a une racine qui est sous cette forme. Mais le fait que P de alpha soit égal à 0, P unitaire en x, ça va impliquer que alpha appartient à l'anneau, en fait. Alors pourquoi? Ça, c'est un truc classique qui utilise le lemme de Gauss, qui est quand même quelque chose de bien présent dans la leçon, hein, toutes ces questions d'arithmétique. Hein, je vous rappelle rapidement, on suppose alpha égale P sur Q, où P et Q sont dans l'anneau, on va les prendre premiers entre eux. Et bien, comme alpha 2 plus y2 plus z2 égale 0, puisque P, alpha est racine de P, je multiplie par Q2, d'accord, et ça me donne cette égalité. Maintenant, ça veut dire que Q2 divise P2, et là, comme Q divise 1, ça nous donne Q égale 1. Voilà. Donc, ça veut dire maintenant que alpha est sous la forme, donc c'est vraiment un polynôme en YZ. Forcément, d'après cette égalité, P de alpha égale 0, c'est un polynôme de degré au plus 1. Donc alpha peut s'écrire AY plus B, Z plus C, avec ABC dans K. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire, je vais écrire AY plus BZ plus C au carré plus Y2 plus Z2 égale 0. Et on regarde le terme, on identifie ici, et on regarde le terme en YZ, c'est 2AB, donc 2AB est égal à 0, mais comme on est en caractéristiques différentes de 2, ça fait AB égale 0, donc A égale 0 ou B égale 0. Mais ça, c'est pas possible. Par exemple, si B égale 0, on ne peut pas éliminer ce terme en Z2, et on tombe sur 1 égale 0 par identification. Donc ça, c'est vraiment pas possible. Voilà. Donc, on a montré que c'était
C'était irréductible là-dessus. Par contre, si bien sûr la caractéristique de K est égale à 2, ben ça c'est pas du tout irréductible parce que c'est égal à x plus y plus z au carré par le fameux Frobenius. Voilà. Alors, on continue avec des techniques qui nous font travailler dans un premier temps sur des anneaux non principaux, mais où on se rabat sur un anneau principal, puis ensuite on revient sur l'anneau qui était non principal. Hein, d'accord ? C'est toujours une technique d'approximation où on cherche finalement à travailler dans l'objet le plus agréable, mais il y a un passeport, il faut aller vers cet objet plus agréable et ensuite revenir et payer le péage. Donc là, c'est à peu près ce qu'on va faire ici. Un autre exercice, donc, c'est montrer que l'anneau des décimaux est isomorphe. Alors là, on est comme anneau, hein, à z de x quotienté par l'idéal engendré par 10x-1. Hein, l'idéal de z de x engendré par 10x-1. Alors ça peut, si vous ne connaissez pas ce genre d'exercice, ça peut surprendre, parce qu'on est avec des décimaux qu'on connaît depuis notre plus tendre enfance, et tout d'un coup on nous en parle dans un domaine qui est complètement différent de ce qu'on nous racontait quand on était à la petite école. Oui, alors quelle est la première chose à faire ? C'est de voir que D, c'est l'image de l'évaluation en 0,1. D'accord ? Donc vous regardez l'application de z de x dans D, qui à P donne un polynôme P de z de x donne P de 0,1. Et bien évidemment, ça va bien dans D. Et ensuite, c'est surjectif. D'accord ? Oui, parce que si vous prenez un élément, donc petit z, il est dans grand Z. D'accord ? Et ça, c'est des chiffres, c'est des décimales. A1, A2, première décimale, deuxième décimale, jusqu'à AK, quatrième décimale, et j'affirme que c'est P de 0,1, où P, c'est Z, le polynôme petit z, plus A1x, plus A2x2, plus AK, xk. Voilà, donc ça c'est très facile. Et donc ça prouve que c'est surjectif. En plus, comme c'est une évaluation, c'est un morphisme. Donc on a un morphisme, et on veut montrer finalement que le noyau de ce morphisme, c'est l'idéal principal engendré par 10x-1. Malheureusement, cet anneau n'est pas principal, donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va regarder quel est l'anneau principal le plus proche. Le plus proche, on le sait par propriété, c'est quand ici on prend le corps de fraction, parce qu'il faut qu'ici on ait un corps, absolument. À partir du moment où on a un anneau de polynôme, il faut qu'on ait un corps pour que ce soit principal. Donc le corps le plus proche de z, évidemment, c'est Q. Et si je regarde cette évaluation, mais au lieu de la regarder sur z de x, je la regarde sur Q de x, d'accord ? Alors, bon, et puis il faut changer évidemment ça, hein, bien sûr, mais je dis que le noyau, le nouveau noyau, alors lui, ça va être un idéal principal, d'accord ? Et donc, qu'est-ce que je suis en train de chercher ? Le noyau de mon évaluation ici, c'est l'idéal principal, forcément engendré par, on le sait, hein, par x moins 0,1. Donc on peut remplacer, puisqu'on est sur Q, x moins 0,1 par 10x moins 1 pour normaliser un petit peu. Et donc c'est cet idéal-là si on avait pris Q de x. Mais on est sur z de x, donc il faut prendre l'intersection avec z de x. Donc voilà, on a le noyau. D'accord ? Mais pour l'instant, il n'est pas encore sous cette forme-là. Maintenant, ce que me dit l'énoncé, c'est qu'il faut que je montre que le noyau, c'est exactement ça, c'est-à-dire l'idéal engendré par 10x-1 dans z de x, c'est-à-dire zx facteur z de x multiplié par 10x-1. Et on se demande si on a cette égalité. C'est là où il faut payer ce péage, d'accord ? On est content, on était dans un anneau principal, maintenant, il faut retourner dans un anneau non principal. Et c'est là où on se sert du fait que z est factoriel et qu'on a dans un anneau factoriel la notion de contenu. Alors, d'abord,
l'inégalité évidente, ben c'est évidemment dans z de x, ça c'est évidemment multiple de 10x moins 1 par q de x, évidemment, parce que ça l'est par z de x, donc ça c'est clair. Maintenant dans l'autre sens, ben, ça veut dire qu'il faut que je prenne un polynôme ici p, donc dans l'autre sens de là vers là, il faut que je prenne un polynôme p, qui soit à la fois dans z de x, et qui se factorise en q fois 10x moins 1, où q est un polynôme de q de x. Donc maintenant, je prends le PPCM ici des dénominateurs, parce que là, je vais avoir des coefficients avec, qui sont rationnels, donc il va y avoir des dénominateurs. Donc je prends le PPCM des dénominateurs, donc je vais avoir Q1 sur petit b. Q1, ces coefficients, ils vont être dans Z maintenant, puisque j'ai mis tous les dénominateurs là, finalement dans B. Mais je veux que le contenu, c'est-à-dire le PGCD des coefficients, soit 1. Donc là, c'est pas encore gagné. C'est pas parce que j'ai divisé par le PPCM que maintenant Q1 va avoir un contenu égal à 1. Donc, je vais prendre le PGCD des coefficients de Q1, petit a, et je vais mettre un facteur. Et là, maintenant, je vais avoir A, donc ça c'est un entier, divisé par un entier. Ici, j'ai Q0 qui va être de contenu 1, et ici, j'ai fois 10x moins 1. Donc là, le contenu de Q0, c'est 1. Donc maintenant, j'ai l'égalité P est égal à A sur B Q0 10x moins 1. Je multiplie P par petit b, voilà, et j'ai cette formule-là. Et c'est cette formule dont je vais prendre le contenu, avec ce théorème de Gauss qui dit que le contenu est multiplicatif. Donc ça veut dire que B fois le contenu de P est égal à contenu de A, donc contenu de A, c'est A. Contenu fois contenu de Q0, on a dit que c'était 1, et 10x moins 1, c'est 1, encore une fois. Donc ici, j'ai 1, A, donc il reste que A. Ce qui fait que B divise A, et maintenant comme B divise A, je reprends cette formule, P égale ça, ça veut dire que A sur B, c'était un C qui est dans Z, je vais avoir P égale C, Q0, facteur de 10x moins 1, et ça veut bien dire que j'ai un polynôme de Z de X fois 10x moins 1, donc j'ai mon inclusion inverse. Voilà, et comme j'ai mon inclusion inverse, j'ai mon noyau, et j'applique l'isomorphisme canonique entre l'image, on avait dit que c'était surjectif, et le quotient par le noyau. Voilà, c'est terminé. Un autre exercice que je trouve rigolo aussi, donc la question c'est d'écrire Z de I quotienté par l'idéal engendré par 3. Alors donc, on a un idéal principal, mais ici, on a un anneau principal. D'accord ? Mais pour le décrire, là, on est peut-être un peu gêné aux entournures. D'accord ? On regrette de ne pas être physicien, parce que si on était physicien, je pense qu'on le ferait d'une certaine manière. On l'écrirait, si on était physicien, on l'écrirait F3 de I. Voilà. Et donc ça fait F9. Voilà. Bon, d'accord, vous voyez. Surtout, il faut voir pourquoi c'est faux. Hein. Parce que I n'a rien à voir avec F3. Et c'est ça le piège. Mais en même temps, donc ça c'est le piège. C'est de faire coexister Z sur 3Z et I. 3 et I ne coexistent jamais. Hein, ils n'existent jamais ensemble. Hein, pas plus que Lucky Luke et Robin des Bois, hein, par exemple. Là, ça c'est faux. Mais par contre, ça peut donner une idée. Parce que les idées, ces idées un peu de physiciens, ou un bon physicien, mais de mauvais matheux, peuvent être très fécondes, parce que c'est très rapide, hein, c'est très intuitif, mais c'est faux. Et après, une fois qu'on a dit une bêtise, on la corrige. Et comment corriger ça ? Eh bien, en fait, F3 va coexister non pas avec I, mais avec X, qui ensuite est évalué en I.
Voilà, donc ça va être ça l'histoire. Donc regardez, je pars maintenant, ça veut dire qu'il faut que je parte de z de x. Ça va être cet anneau de polynôme, ça va être l'anneau qui va avoir des propriétés de morphisme les plus fortes. Quand on part de z de i, on ne peut pas aller dans z de x. Ça n'existe pas, un tel morphisme. Mais par contre, de z de x vers z de i, ça c'est possible. Ou z de x et z de i quotienté par 3, ça c'est possible. Il faut bien voir qu'on n'est pas dans les espaces vectoriels, on est dans un monde où les morphismes ont un sens et il y a des objets qui ont des propriétés qu'on appelle universelles et qui nous permettent d'obtenir des morphismes, mais il faut partir du bon objet. Et là, le bon objet, c'est z de x, c'est le plus universel parce qu'on a l'évaluation, on peut quotienter par ce qu'on veut. Donc ici, j'évalue en i, donc là j'ai un morphisme vers z de i, bon, qui va être surjectif. Puis, je regarde z de i quotienté par 3. Donc j'ai encore quelque chose de surjectif. Maintenant, je regarde son noyau. Là, le noyau de ça, je regarde l'antécédent de 0 ici. L'antécédent de 0, là, ici, c'est l'idéal engendré par 3. Et là, il faut rajouter x2 plus 1. Puisqu'ici, le morphisme a pour noyau, oui, l'idéal engendré par x2 plus 1. Ça se fait exactement comme dans cet exercice, où au départ, on n'a pas un idéal principal, mais à la fin, on se ramène à un idéal principal et on s'en sort. Donc ça veut dire que le noyau de ce morphisme, c'est 3, l'idéal engendré par 3 et x2 plus 1. Un idéal qui, là, n'est pas principal pour le coup. Mais maintenant, on aurait pu s'y prendre autrement. Je pars de z de x, et maintenant je commence par quotienter par 3, c'est-à-dire tous les coefficients du polynôme, je les quotiente par 3 pour me retrouver dans z sur 3z, ou f3 de x. Et ensuite, je quotiente par x2 plus 1. Et ça, j'ai le droit de le faire. Vous voyez? L'idée est toujours de dire que ça, c'est f de x. Il ne faut pas avoir peur d'être bête. C'est pour ça qu'on a des brouillons, parce que sur le brouillon, on a le droit d'écrire des bêtises. Sur le propre, on n'a pas le droit. Et sur le brouillon, on écrit ça. Par contre, on ne l'écrit pas voilà, sur le propre. Voilà. Faut pas dire ce qu'on a pensé, mais on a le droit de penser des bêtises. Ça, c'est la grande nouvelle. Alors, là, quel est le... Donc ici, c'est surjectif, parce qu'on a quotienté par 3 ici. Là, ici, c'est surjectif, parce que c'est la surjection canonique. On regarde le noyau de ce morphisme-là. Là, c'est x2 plus 1, et là, c'est 3 x2 plus 1. Donc, c'est encore le même noyau. Donc, finalement, ça veut dire que ces deux anneaux sont isomorphes à un anneau commun qui est z de x quotienté par l'idéal engendré par 3 et x2 plus 1, l'idéal non principal. Donc ils sont isomorphes entre eux. Mais là c'est beaucoup plus facile à gérer, et c'était ça le f3 de i que j'ai pas le droit d'écrire, mais que j'ai le droit de penser, parce que je veux dire, c'est mon intimité personnelle. Et que pensait, qu'écrivait en quelque sorte le physicien. Donc ici c'est f3 de x quotienté par x2 plus 1. Donc maintenant, eh bien, si x2 plus 1 est irréductible, alors c'est un corps. Et comme c'est un corps de degré 2, d'accord, sur f3, c'est forcément par unicité f9. Voilà. Alors, maintenant, pourquoi ça c'est irréductible? Si c'était réductible, comme c'est de degré 2, comme dans l'exercice de tout à l'heure, alors il y aurait une racine. Donc, moins 1 serait un carré. Or, moins 1 n'est pas un carré. Soit vous le faites avec le symbole de Legendre, c'est comme vous voulez. Vous faites moins 1 puissance p moins 1 sur 2, avec p égale 3, donc ça fait moins 1 puissance 1, ça fait moins 1, donc c'est pas un carré. Soit carrément, vous le dites... on voit bien que moins 1 est un carré, parce que le carré de f3, c'est uniquement 0 et 1. Bon. Donc, x2 plus 1 est bien irréductible, et donc c'est f9. Et donc là, la chose, c'est bien isomorphe à f9. Voilà, on a terminé l'exercice, et je tiens à m'excuser
auprès des physiciens de leur avoir fait jouer le rôle de faire valoir.